Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Jarza. Salut Nicolas, comment ça va? Ça va bien, merci Johan pour l'invitation. Merci à toi de l'avoir accepté. Est-ce que pour introduire notre échange, tu pourrais te présenter, s'il te plaît, parler un petit peu de ton parcours, de ce que tu as pu faire, les différents clubs que tu as pu côtoyer, et nous dire après dans quoi tu travailles actuellement aujourd'hui. Ok, je m'appelle Nicolas Jarza. J'ai commencé la préparation physique à Dijon en troisième année de fac. J'ai déménagé à Dijon pour suivre le diplôme Cometti. Euh, et puis j'ai démarré dans le handball là-bas. Alors d'abord avec le club de Dijon sur l'équipe réserve, et puis petit à petit avec des interventions chez les pros. Et puis j'étais parallèlement à ça éducateur de football. Je viens du foot au départ, et donc j'avais ces deux missions profession, on va dire, entre la vie étudiante et la vie professionnelle pendant quelques années. Et donc, j'étais à la fois éducateur dans un club de football où j'étais responsable technique, on va dire, et puis ce côté préparateur physique avec donc d'abord le club de Dijon et puis petit à petit avec le pôle espoir de Dijon aussi. C'était les garçons là-bas. Et puis après quelques années, j'ai eu l'opportunité, la proposition de partir au Bahreïn. C'était en 2016, de partir au Bahreïn pour m'occuper de la préparation physique de l'équipe nationale garçon aussi, qui préparait les championnats du monde en France qui se sont joués en 2017. C'est comme ça que j'ai quitté Dijon. Je suis parti donc vivre là-bas pendant 6-8 mois avec bah, la vie sur place, la préparation physique de l'équipe, et puis des stages, et puis ensuite le retour en France pour la compétition, et puis après où je suis resté. À mon retour en France, j'ai passé un an et demi à démarrer un travail avec la Fédération française de handball. C'était avec les U19 garçons, sur donc des stages ponctuels, les rassemblements classiques dans les sélections nationales jeunes. Et puis en 2018, j'ai été contacté par Metz, Metz Handball, donc l'équipe professionnelle féminine de handball de Metz, où j'ai passé 6 années. Euh, les presque 6 dernières, puisque maintenant, donc, j'ai passé six saisons là-bas, 6 superbes saisons, dans un club très structuré, très professionnel. Voilà. Et il y a un an, je suis venu vivre à Montpellier, où je suis actuellement. Et donc, pour finir, donc tu me demandais ce que je fais maintenant. Donc, depuis un an, je vis à Montpellier et je suis plus dans la même situation, on va dire, professionnelle, parce que je suis plus juste sur une structure à me consacrer à ça, et je suis à mon compte, et en fait, j'essaie d'intervenir dans différents endroits. Donc, j'ai quatre, cinq moments, on va dire, dans mon quotidien aujourd'hui. Le premier, c'est d'intervenir toujours dans un club, qui est le club de Bouillard, qui est un club de division 2 féminine. J'interviens aussi du côté de Nîmes avec le pôle espoir féminin de handball, euh, là-bas aussi, donc sur 2 jours par semaine où je vais à Nîmes, et puis j'interviens sur ces deux structures-là. Je fais des stages avec l'équipe de France, donc maintenant c'est féminine, les U18, où c'est des rassemblements pareil, ponctuels. Donc là, on en a un dans 10 jours. C'est des rassemblements, et puis avec les compétitions chaque été, avec donc l'équipe de France. Je fais de la formation, alors de plus en plus, un petit peu l'année dernière, et puis là, depuis la rentrée, avec plus de missions, j'avais fait ça à une époque à Dijon. C'était plutôt sur des éducateurs sportifs, enfin des futurs préparateurs physiques, des futurs coachs. Et puis là, c'est maintenant à des entraîneurs de handball. Donc, c'est des entraîneurs de handball qui vont vouloir quelques billes sur la préparation physique, donc les titres T4 et T5 de handball.
Voilà, et puis ma dernière casquette, on va dire, le dernier rôle que j'essaie d'avoir, c'est de garder euh, un lien encore avec des joueuses de haut niveau que j'ai pu côtoyer ou pas d'ailleurs quand j'étais à Metz, et je fais de la préparation physique à distance pour quelques joueuses qui sont aujourd'hui dans des clubs euh, divers en France, en Europe, et qui recherchent une préparation physique peut-être plus individualisée. Voilà, donc ça, je le fais à distance, voilà, avec quelque chose. Voilà un petit peu. Ok. Parcours, très intéressant, très riche avec plusieurs activités. Donc, je pense que du coup, tu as pu accumuler pas mal d'expérience, notamment avec les 6 années, du coup, tu as dit à Metz. Une petite question, comment s'est faite la transition pour aller à Metz? Parce que c'est quand même un des, ou ouais, peut-être actuellement le meilleur club de handball féminin en France, qui joue la Ligue des Champions, etc. Comment ça s'est fait la transition quand tu es arrivé là-bas? Comment le club t'a trouvé ou comment ça s'est fait un peu l'échange et ouais, cette transition dans le club? Euh, Tu veux dire comment j'ai été contacté, comment je suis arrivé, ou au moment où je suis rentré dans le club? Les Avant, tu deux, veux dire, c'est ça? ouais, les deux, est-ce qu'ils t'ont juste appelé? Est-ce que tu avais déjà un lien avec eux? Est-ce que tu avais Ok, un contact, un réseau, quelque chose comme ça? ok. Oui, un réseau qui s'est fait petit à petit. Alors celui-ci, c'est pas moi qui les ai contactés. Il se trouve que le club de Metz a cherché en urgence un préparateur physique parce que la personne qui était là est partie précipitamment pour raisons personnelles, et du coup ils ont cherché quelqu'un assez vite. Je pense que pour aller plus vite, ils ont contacté la fédération en demandant est-ce que vous avez des gens dans votre entourage, etc. Voilà, et je crois que le lien, il s'est fait là. Moi, à ce moment-là, j'étais en stage avec l'équipe U17 France Garçons sur l'île d'Oléron quand j'ai reçu le coup de téléphone de Metz. Donc voilà, c'est une petite anecdote qu'on m'a racontée pendant des années quand j'étais à Metz. Et puis voilà, j'ai eu cet appel-là avec Manu Mayonade, l'entraîneur de Metz, avec le président Thierry Weisman. Donc pour répondre à ta question, oui, c'est du réseau, hein. Des gens ont parlé de moi à ce moment-là parce que j'étais à cet endroit-là, à ce moment-là, et puis qu'il fallait quelqu'un rapidement, et ça s'est fait comme ça, voilà. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment tu as démarré dans un club? Parce que du coup, c'était tes premières semaines, premiers mois dans un des plus gros clubs féminins. Comment t'as abordé un petit peu ce début de, ce début d'expérience dans ce club-là? Est-ce que c'était facile, difficile, les relations un petit peu avec le staff, les joueuses, etc. C'est jamais facile d'arriver quelque part comme ça, parce que bah aussi parce qu'on se met une pression, parce que on a envie de montrer, de réussir, et puis on sait qu'on arrive dans une structure professionnelle, un gros club comme tu dis, donc non, c'était pas facile. Mes premières semaines, il a fallu du temps pour apprivoiser la culture du club, la façon dont ça fonctionnait, les exigences du staff, les exigences des joueuses aussi, beaucoup. Voilà, c'était une équipe, il y avait déjà des stars hein, qui étaient là, et puis moi j'arrive, et il faut donner une certaine confiance. Voilà, donc je me souviens que ma toute première séance, c'était une séance de mobilité un petit peu. On arrivait mi-juillet, euh, et, puis- et puis c'était bah, une remise en route, quoi. Mobilité, déverrouillage, on a passé du temps, etc. Et à la fin de la séance, moi j'étais content de moi. Je me suis dit ça va être progressif, on va faire ça pendant 6-8 semaines. Et puis à la fin de la séance, t'as deux, trois stars du hand féminin qui arrivent et puis qui disent ça va être ça toute l'année, les séances de muscu, ça va être des étirements, de la mobilité. Et j'ai dit non, en fait, c'est un processus. Donc, tu vois,
Ouais. Faut essayer d'affirmer tes convictions et puis petit à petit, bah, ça se fait et puis après au fur et à mesure, quoi. Ok. Ah, c'est intéressant. Et avec le staff, tu as réussi à créer du lien assez facilement, parce qu'on sait que les relations quand même dans un staff, quand il y a une bonne dynamique, une bonne fluidité, une bonne communication, ça facilite quand même les échanges. Et toi, tu as aussi ta vision de la préparation physique que tu as envie de mettre en place. Ça s'est bien passé dans les premières semaines avec le staff. Ah, en fait, je suis tombé sur un entraîneur incroyable, qui est aussi un homme incroyable, qui est devenu un ami vraiment, parce que en fait, on s'est retrouvé sur tout, quoi. D'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, on a le même humour, on a les mêmes références, on a les mêmes, voilà, beaucoup de liens. Donc ça a été assez facile aussi par ce côté-là. Je pense que il m'a fait confiance très vite. Euh, je crois qu'il m'a estimé compétent assez rapidement de son point de vue et ça a permis d'échanger très vite et très facilement aussi et de créer un lien. Et en fait, euh, c'était pas très difficile. Après, évidemment que bah, au quotidien, c'est un club qui est très exigeant. Il faut s'y filer, il faut y aller, il faut travailler, etc. Donc, comme dans toute structure, faut avancer avec un peu de pression du résultat, un peu de pression des enjeux, etc. Mais ça a été super. Et puis après, on a formé avec Katia Andrioshina, qui est son adjointe, toujours un espèce de trio pendant quelques années qui était sympa de mon point de vue. Et voilà, donc ça s'est plutôt bien passé parce qu'on s'est retrouvé sur l'exigence professionnelle, sur l'envie de travailler beaucoup et puis sur le côté perso aussi. Ok, donc ça, c'est quand même un super point positif, je pense, dans le quotidien d'un préparateur physique ou même d'un entraîneur de manière Bien sûr. générale. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'organisation d'une semaine que tu avais pu avoir dans ce club-là, sur les entraînements de préparation physique, éventuellement les entraînements de handball, si tu étais aussi présent, tu pourras dire, et le comparer, sans dire si c'est bien ou moins bien, mais par rapport à un club de division 2 dans lequel tu interviens aujourd'hui, voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre un club de première et de deuxième division, pardon. Est-ce que les exigences, c'est les mêmes? Est-ce que tu trouves que les joueurs sont plus ou moins investis ou faire vraiment un peu ce lien entre un club de division 2 et division 1? Super dur ta question parce que oui, alors je vais essayer de comparer, mais en même temps, Oui, c'est pas le même cadre. Donc bien oui, sûr, comment? oui, c'est pas le même cas. C'est pas dire oui, ce club il est moins bien que l'autre, c'est essayer Bien de sûr, j'ai compris. voir un petit peu les différences. Ouais. Euh, alors le quotidien des entraînements à Metz, c'est des entraînements tous les jours, hein, quasiment. Quasiment, on va couper une fois, alors maximum une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 à 3 semaines. Quand je dis couper, c'est aussi par rapport aux déplacements qui sont nombreux, parce que un club qui joue et le championnat et la Ligue des Champions va jouer 2 fois par semaine, quasiment toutes les semaines. Donc ça va faire match le mercredi, match le samedi ou dimanche. S'il y a un des deux matchs qui est à l'extérieur, il faut prendre en compte le déplacement de la veille, le retour le lendemain, voire si c'est Ligue des Champions, parfois déplacement 2 jours avant, retour le lendemain de match. Si le lendemain de match, on voyage toute la journée, c'est un dimanche, tu peux arriver à 16-17 heures sur Metz et puis tu es rentraîné le lendemain matin de suite le lundi parce qu'il y a un nouveau match le mercredi et puis comme ça revient. Donc forcément, si je compare déjà ça à un club de D2 avec un seul pardon, match par semaine, avec des déplacements qui sont forcément moins longs, où ça se fait dans la journée. Hein. Tu pars le matin en D2. Alors les trajets sont longs. Hein. Au niveau physique, c'est pas forcément plus intéressant. Hein. C'est même beaucoup plus compliqué, hein, presque. Parce que tu fais la journée de déplacement, je parle pour les joueuses. Hein.
font la journée de déplacement, elles jouent le match, elles rentrent direct après en bus, en voiture dans la nuit. Et donc, le rythme, il est plus important. L'autre point, bah, c'est qu'à Metz, c'est un club qui a la particularité de s'entraîner beaucoup, assez dur, de mettre beaucoup d'intensité, beaucoup d'exigences. Donc, en plus du calendrier qui fait que bah, il y a un besoin d'entraînement, et ben, c'est une culture de l'entraînement, de l'excellence, etc. Donc, une semaine type, si c'est pour répondre, c'est à peu près 2 entraînements le lundi avec muscu, handball. Le mardi, s'il y a match le mercredi, un seul entraînement le mardi. Une activation le mercredi matin, matin de match, qui peut être soit d'ordre physique, nerveux ou handball, et puis match le soir. S'il y a un match qui s'enchaîne le samedi, on va refaire une muscu dès le jeudi, le lendemain du match, pour regagner un petit peu de temps. Et puis le vendredi, s'entraîner une fois, le samedi ou partir en déplacement, etc. Donc tout est très condensé et très optimisé dans ce sens-là. Par rapport à un club de D2 où les semaines se ressemblent beaucoup plus, parce que les matchs sont quasiment tout le temps au même moment, le samedi soir en l'occurrence. Il n'y a pas de match une fois le mardi ou le mercredi, une fois le samedi ou le dimanche. Il n'y a pas des déplacements de 2-3 jours à anticiper. Donc les semaines se ressemblent plus. Je suis dans un club qui travaille malgré tout beaucoup. Enfin, je dis malgré tout dans le sens comparé à un club comme Metz, Mhm. et pour un club de D2 qui arrive à mettre un cadre assez professionnel aussi, en s'entourant de beaucoup entre guillemets, de spécialistes, parce que des kinés, parce que des ostéos, parce que nutritionnistes, etc. Ce qui est assez rare dans un club de division 2. Et puis le rythme, c'est à peu près malgré tout un cadre avec 2 séances de muscu par semaine, un entraînement handball tous les jours, le match le samedi et puis le repos le dimanche, quoi. Donc, d'un point de vue global, si on enlève tous les déplacements, les matchs 2 fois par semaine avec beaucoup plus de nerveux, d'engagement, d'investissement peut-être, etc. Bon, la quantité d'entraînement et de travail, en tout cas en volume horaire, se ressemble. Ok. Il y Je sais pas a, si j'ai répondu à ce que tu... si, c'est très intéressant, mais c'est vrai que du coup, ça change pas mal de choses, le fait d'avoir 1 ou 2 matchs par semaine. Je pense que toute l'organisation, elle change. Donc, je pense que c'est une des différences majeures, je pense, entre un top club et un club qui a, enfin, de division 2. Pour finir avec la parenthèse de Metz, après, il y a un petit sujet que j'aimerais bien aborder, que tu as mentionné pendant que tu parlais. Est-ce que tu pourrais rapidement nous raconter une anecdote ou une expérience que tu as vécue avec le club de Metz qui t'a marqué, où tu te dis euh, je suis content de faire ce métier de préparateur physique parce que j'ai vécu telle ou telle chose, bien que le quotidien, le processus, il est hyper intéressant, mais des fois, peut-être que tu as une victoire à la clé ou quelque chose avec beaucoup d'émotions. Est-ce que tu aurais une expérience comme ça à nous partager? J'en aurais pas mal du coup, parce que alors, je pense que ma plus grosse émotion sportive là-bas, je dirais que c'est le premier titre de champion de France, parce que je découvrais tout ça, et parce que le championnat de France à cette époque-là, c'était bah, peut-être un peu plus incertain. En tout cas, on a eu plusieurs défaites cette année-là, je crois, ou des matchs nuls, etc., sur la saison régulière, sur le championnat. Et du coup, la récompense à la fin sur le match final, c'était ça y est, c'est le travail de toute une année, quoi. C'était la répétition de tout ça. Parce que toutes les semaines, il faut relancer, parce que toutes les semaines, et c'est tellement régulier que ça a été une grosse émotion. Euh, Après, le, le, les Final Four, le fait de participer à des Final Four de Ligue des Champions, quand tu arrives dans cette grande salle-là et que tu vois là à Budapest, cette salle, la ferveur, l'ambiance, etc. Alors, on n'a pas eu tout le temps les résultats qu'on espérait, mais, euh, mais quand tu vis et puis même que tu gagnes un match,
là-bas, bah, ça crée quelque chose de très fort, quoi, de très particulier. Donc je dirais le premier championnat de France parce que c'était la première année, parce que c'était le plus long, etc. Et puis l'immensité du Final Four, quoi. Ok, ça marche. Très, très intéressant. Tout à l'heure, tu as mentionné avec le club de Metz la culture de l'excellence. Je pense qu'on peut aussi parler de culture de performance. Moi, c'est quelque chose personnellement qui me parle, où j'essaie des fois par des petits moyens d'inculquer ça aux joueurs, surtout aux jeunes joueurs, pour que ça perdure dans le temps, tu vois, et qu'au niveau mindset, si je puis dire, ça les impacte positivement, du moins je l'espère. Tu as vu ça avec des joueuses professionnelles. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu essayes à ton échelle de mettre en place avec, par exemple, les joueuses du pôle espoir ou même avec les joueuses de Division 2? Et, et si oui, quels sont les petits moyens que tu peux mettre en place pour avoir vraiment cette culture de progresser, de performer, de toujours faire mieux? Euh, En fait, à Metz, avec Manu, Mayonnaise, ce qui fait que c'est comme ça et ce qui m'a rentré encore plus dans cette logique-là, hein, j'avais un peu sur le côté, voilà, performer, être exigeant, etc. Mais c'est que il y a aucun, c'est de n'autoriser aucun détail en se disant bon, c'est pas grave, celui-là c'est un détail et c'est pas très grave, on va laisser passer et puis on verra la suite. Et en fait, quand le moindre petit détail devient quelque chose de grave, entre guillemets, d'important, et que tu le fais remarquer à la joueuse, que tu le fais remarquer à l'équipe, que tu le fais remarquer au groupe, etc., bah, tout le monde rentre dans une logique où en fait, entre guillemets, on a le droit à l'erreur, mais on doit prendre conscience de l'erreur, quoi, très vite. Euh, Au quotidien, je vais te donner des exemples comme ça qui me viennent, mais c'est peut-être bête, mais il y en a plein. C'est juste démarrer une séance à l'heure, quoi. Démarrer une séance pile à l'heure et pas une minute après. Ça veut dire que tout le monde doit, euh, doit s'arranger pour être là au bon moment, à la bonne heure, etc. Et ne pas autoriser le moindre petit décalage. Ou s'il y a des erreurs qui arrivent, puisque ça arrive, bah, le faire remarquer et le dire clairement, quoi. Et ça, c'est valable pour tout. Tu me parlais de ce que je peux faire alors pas plus à Metz, hein, je crois, mais maintenant plutôt. Euh, Ne pas laisser une posture en préparation physique en se disant d'une joueuse du pôle espoir, en se disant bon, c'est pas grave, je vais pas aller me déplacer et la corriger là, alors que elle va le refaire, etc. Bah, quand même, même si des fois tu as l'impression de la gonfler parce que bah, tu viens lui répéter 3 fois, attention, c'est plutôt ça, plutôt comme ça, bah, insister et puis dire il faut le faire, il faut continuer. Ou j'ai un autre exemple qui me vient. Euh, quand tu mets un bip, tu sais, en muscu, tu fais un circuit training et puis tu mets un bip. Et moi, j'ai une application qui fait 3 2 1 qui fait à la fin, ça bip. Donc, ça fait bip, bip, bip pour faire 3 2 1. Sauf que, Mm. en fait, la plupart des joueuses, je dis joueuses parce que là, j'en ai, quand elles entendent le 3, bah, c'est le premier bip. Donc, elles s'arrêtent. Et c'est le répéter 1 million de fois que. Alors, je cherche, si tu as une appli qui s'arrête, qui fait pas 3 2 1, tu me donneras. Mais en tout cas, c'est répéter. Bah non, le 3 2 1, il faut aller au bout, quoi. Il faut faire une répétition en plus pendant ce temps-là. Bon, c'est peut-être des exemples un peu bêtes que je te donne parce que ça me vient comme ça, mais c'est du quotidien pour moi, c'est du détail au quotidien. Ouais. Et je crois que je dois avoir la même appli que toi parce que des fois, je suis confronté à la même chose, il fait un 3-2-1 et souvent, il gratte un déplacement, une répétition et tu leur dis non, faut faire au bip et puis non, ils s'arrêtent toujours un petit peu avant, mais faut répéter. Ok, c'est très, très intéressant ce que tu as pu mentionner. Est-ce que d'un point de vue, si je rentre un peu plus dans les séances, quand par exemple, tu vas avoir un exercice type, je sais pas, peut-être avec charge additionnelle, etc. Est-ce que tu vas mettre en place des choses pour que les joueuses prennent l'initiative de, OK, là, je peux peut-être charger un petit peu plus quand tu demandes vraiment d'intensité,
ou tu as du renforcement peut-être, aller gratter quelques reps de plus pour pousser un peu plus la série. Et du coup, tu as aussi l'aspect mental qui est OK, je peux le faire, je peux faire un petit peu mieux que les semaines précédentes. Est-ce que tu mets des systèmes en place ou des choses en place pour inculquer vraiment cette culture de l'effort et essayer de se surpasser peut-être pas chaque séance de 50%, mais ce petit truc à chaque fois? En fait, il y a des profils très différents là-dessus parce que, sur mettre de la charge, bon alors déjà, en effet, il y a pas que la charge, quoi. Évidemment que, je pense pas qu'en prépa physique, faut mettre en avant que, bah, tu as soulevé plus lourd que la dernière fois, plus lourd, plus lourd, plus lourd, plus lourd Mmh. et toujours plus lourd. Ça compte bien sûr, mais je pense que, il y a d'autres paramètres pour challenger plutôt que de faire que de la charge si, si en tout cas c'est pas maîtrisé. Par exemple, puisque j'interviens maintenant avec des très jeunes en pôle espoir, heu je mets pas que en avant ce côté charge parce que, la plupart sont pas encore, bien stables techniquement pour pouvoir, mettre, des charges trop lourdes. Donc je vais pas forcément jouer là-dessus. Après, il y a 2, il y a 2 types de joueuses, hein, là-dessus, hein. Il y a celles qui sont comme ça, dire, je vais charger, je vais mettre lourd, ça me fait du bien et je rivalise avec, la copine et je vais voir qui va mettre le plus et puis il y a celle qui craint, hein, qui craint totalement, qui a une appréhension même avec des charges très légères. Donc je pense pas qu'on puisse, sur une équipe entière, jouer que là-dessus, quoi. En tout cas, avec les jeunes, je propose des charges parce que je fais pas de test max avec les en pôle espoir, en tout cas en première année. Du coup, je propose des évolutions de charges. Je les indique, d'aller plutôt vers là ou vers là en fonction de la technique de chacune, mais je le mets jamais en challenge, sur des jeunes. Par contre, pour prendre l'exemple d'une équipe pro, ou une équipe pro ou semi-pro, peu importe, heu au-delà de la charge aussi, parce que je pense que chaque personne a des capacités différentes et on peut pas, comparer tout le monde comme ça. Par contre, j'aime bien, jouer sur le côté, puissance, vitesse, avec, avec un appareil, qui mesure la puissance. Du coup, c'est assez, simple et challengeant de dire, bah, voilà, on essaie de faire monter, le plus haut possible la vitesse de la barre et cetera. Alors soit avec des charges uniformes, soit avec des charges individuelles adaptées, en fonction de la puissance de chacune et cetera. OK. Très, très, très intéressant. Hem, J'aimerais passer sur un autre thème, qui est la créativité un peu en préparation physique. Je sais que c'est quelque chose que j'en ai parlé avec, bah, un collègue à toi que je connais, avec, Bilal, qui m'avait dit que tu étais très créatif en préparation physique. Et du coup, c'est un thème que je voulais aborder avec toi. Comment toi, pour introduire un petit peu ce thème, comment tu vois la créativité en préparation physique? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas chercher à mettre ponctuellement ou à chaque séance? Est-ce que tu aimes bien en mettre beaucoup, juste un peu par moment? Ça dépend des joueuses. Comment tu vois un petit peu cet aspect de créativité en prépa? Je pense que c'est un alors si au sens créatif, j'irai pas dire que je suis créatif, mais j'aime surprendre. Je pense que j'aime varier, et j'aime surprendre. C'est-à-dire que, je pense que c'est un des principes, un des plus importants, dans l'entraînement et dans la préparation physique, c'est d'arriver à surprendre, stimulé par la variété, la variation des exercices. Heu, je comme je me dis qu'on n'a pas affaire à des athlètes qui doivent faire de la musculation, pour la musculation, pour progresser vraiment qu'en musculation. Heu, je me dis, «À quoi bon les rendre, répéter, tout le temps le même pour les rendre presque experts de ce mouvement-là, quoi?» Je pense qu'on peut amener de légères, variations d'un exercice, tout en, travaillant, une même gestuelle, par exemple, mais en amenant de légères variations parce que c'est ça qui va permettre
stimuler différemment la posture, stimuler nerveusement différemment, stimuler des lignes musculaires différentes parce que je vais pas tenir la barre devant, mais je vais tenir derrière ou inversement. Et donc, je pense qu'en variant un maximum, on s'assure d'une certaine progression parce que j'ai varié, juste par le fait de varier. On s'assure une certaine progression, une certaine adaptation du système musculaire, du système nerveux, etc. parce que j'ai fait quelque chose de différent. Après, c'est comme tout, hein, il faut trouver le bon compromis. Si chaque séance et chaque exercice est toujours nouveau, bon, on progresse pas parce qu'il y a aussi un principe de répétition, de progression qu'il faut arriver à maintenir dans le temps. Donc, c'est une espèce de balance à trouver, je pense, là-dedans. Mais c'est vrai que je suis souvent à la recherche d'exercices qui vont challenger différemment aussi. Tu parlais de comment challenger par le poids, peut-être finalement par des contenus d'exercice peut-être plutôt. Ta deuxième question, je crois que c'était est-ce que c'est tout le temps ou pas? C'est ce que je dis, c'est essayer de trouver la meilleure balance dans le temps, quoi. C'est amener quelque chose de différent, voir comment c'est appréhendé, etc. Et puis le répéter en le faisant évoluer ou le ramener régulièrement, ponctuellement, comme ça, dans des séances. Ok, c'est hyper intéressant. Moi, c'est une réflexion que j'ai beaucoup en ce moment sur le fait de varier ou le fait de répéter le même mouvement. Euh, Peut-être des fois un petit peu influencé par ma pratique perso, mais j'essaie de m'en détacher. J'ai l'impression que pour certains types d'exercices ou certains types de sollicitations, c'est plus facile de varier. Pour d'autres, un peu moins facile. Par exemple, moi, je suis confronté là avec des jeunes en centre de formation en handball qui ont besoin de prendre du poids et donc plutôt de la masse musculaire et donc travailler en hypertrophie. Par exemple, sur ce sujet-là, toi, est-ce que tu aurais tendance à varier sur les méthodes d'hypertrophie, de proposer chaque semaine une nouvelle méthode, ou tu aurais tendance à garder les mêmes exercices, mais essayer de progresser sur l'exercice avec des surcharges, avec le principe, pardon, de surcharge progressive, juste augmenter un petit peu le nombre de répétitions ou augmenter un petit peu la charge. Est-ce que toi, tu aurais un avis là-dessus sur cette réflexion? Quand je suis en période de hors compétition, tu vois, j'aime bien avoir un cycle, des paramètres qui vont se répéter. Donc j'aime bien voir l'évolution par, comme tu dis, peut-être une même méthode qui va se répéter pendant 3, 4, 5 semaines et qui va évoluer. Parfois que 2 parce que je vais voir que ça va se lasser un peu vite et hop, je vais me dire on change de méthode parce que ça fait déjà 2 semaines, 6 séances qu'on fait la même chose, etc. Que ce soit de l'hypertrophie ou autre chose, ou de la force max. Mais je serais plus sur essayer de maintenir une méthode quand on a un objectif comme le tien là, maintenir une même méthode peut-être le plus longtemps possible et puis le varier dès qu'on perçoit que ça commence à chuter en termes de motivation, plutôt que dans un objectif aussi précis que ça, changer toutes les semaines et changer tout le temps. D'abord parce qu'on va voir l'évolution, surtout les jeunes, ils vont très vite voir qu'ils vont progresser, donc en répétant la même chose, mais en modifiant, comme tu disais sur la progression, une rep en plus, une série en plus, etc., un peu moins de récup, ils vont voir que la progression se fait. Et puis, parce que c'est sûrement le meilleur moyen aussi d'atteindre l'objectif. Après, moi, quand je te parlais de variété, c'était beaucoup pendant la compétition parce que on développe pas grand-chose pendant l'année, surtout avec 2 matchs par semaine. Alors, avec un match par semaine, pas beaucoup plus. Donc, c'est de l'entretien, c'est du maintien. Il faut que les gens aient envie de faire et trouvent des choses un peu fun si on peut, quoi. Ouais, ouais, mais c'est Mais vrai que Vas-y, pardon, vas-y. vas-y. Non, vas-y, Je, finis. je crois que, parce que j'essaie de voir un petit peu ce qui se fait maintenant, parce que je commence à vieillir et du coup, je vois vous, les jeunes. J'ai l'impression, je sais pas ce qui est vraiment enseigné maintenant, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ancré comme ça, c'est-à-dire en termes de planification, on essaie d'avoir, je sais pas, tu fais 6 semaines sur du développé couché, la première semaine, tu vas faire 4 séries de 8 répétitions à 60%, et puis tu vas faire 4 séries de 10 à 60%,
et puis tu vas faire 5 séries de 10 à 65%, et tu vois, tu vas avoir une petite augmentation en variant l'intensité, le volume, etc. Progressivement, j'ai l'impression que je me trompe peut-être totalement, j'ai pas assez côtoyé de personnes, mais du peu que j'ai vu de ce qui peut se faire autour de moi par des gens, je dirais plutôt de ta génération, j'ai l'impression que c'est ça, ou je me trompe peut-être. Il y a de ça, mais pas que. Je pense qu'il y a, je pense que ça dépend aussi ce qu'on va chercher en dehors des contenus qu'on nous apprend. Je sais qu'il y a de mémoire sur les cours de planification, on nous donnait différentes méthodes. Et puis, tu vois, après, on était évalué, on a tel contexte, et puis en fonction de ce contexte-là, faut proposer une planification cohérente, puisqu'il y a plusieurs manières de faire. Mais oui, ce que tu évoqué, oui, c'est enseigné. Mais j'ai l'impression que ce truc de, je dis un truc au pif, hein, mais varier chaque semaine et de pas faire la même chose chaque semaine, ça, je l'ai plus entendu bah, en échangeant avec des personnes comme toi ou avec d'autres personnes ou en écoutant des podcasts entre des personnes qui échangent. Mais c'est vrai que le truc de répéter un même exercice sur telle durée, sans forcément ça soit à 3 mois, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu plus fréquent quand même. Mais encore une fois, on n'a pas forcément l'expérience ou le contexte du terrain avec un match ou deux matchs par semaine. Donc c'est peut-être ça qui manque aussi parce que ça reste quand même très théorique les formations. Et quand on nous donne les méthodes, c'est pas forcément contextualisé par rapport à un contexte d'une équipe en Ligue des Champions, par exemple. Moi, je pense qu'il faut, il n'y a pas de blanc-noir, mais comme tout, en fait, faut être hyper mesuré. Je dis pas justement qu'il faut varier tout le temps et perturber à ce point-là. Mais si je prends l'exemple du squat, il y a tellement de façons de le faire, avec barre devant, avec barre derrière, avec haltère, avec bras au-dessus de la tête. Il y a plein de formes. Et du coup, je pense qu'on peut se dire, bah, j'ai mon cycle un petit peu de progression là-dessus, mais je vais amener bah, une petite nuance parce que ça va engendrer d'autres adaptations, tout en gardant les exercices sans refaire le monde de la prépa physique, hein. Il y a des exercices de base, mais juste ces exercices de base, bah, les rendre un tout petit peu différents pour apporter cette variété, cette stimulation qui est différente. Parce que comme on peut pas, je pense, dans une période compétitive, progresser indéfiniment sur des charges, bah, déjà, c'est pas leur but, c'est juste d'être performant, performante sur le week-end. Bah, je pense qu'il faut se dire si déjà je stimule un tout petit peu différemment et que j'apporte une petite surprise à chaque fois, bah, je pense aussi nerveux, intellectuel, etc. Je vais m'adapter un petit peu à une autre contrainte et je vais me préparer à d'actions après sur le terrain parce que j'aurais vécu des choses très variées, quoi. Ouais, puis peut-être que les joueurs ou les joueuses, le fait de changer, ça va les restimuler, ils vont s'impliquer un peu plus. Alors que peut-être que, je sais pas, on arrive le lundi, oh, il y a encore du squat, et tu sais, ils sont un peu gonflés parce que ça fait, je sais pas, j'ai une connerie, hein, mais 8 semaines qu'ils en font. Ah tiens, là, on va faire, je sais pas, des fentes. Ah bah tiens, c'est différent. Et ça les restimule un petit peu plus. Je parlais de créativité. On a parlé du coup pendant les séances. Est-ce que tu utilises, toi, par exemple, des formes ludiques ou des jeux en guise d'échauffement ou éventuellement sur des situations, j'ai pas envie de dire d'apprentissage, mais pour travailler, je sais pas, par exemple, un déplacement ou de la motricité, si on peut le dire comme ça. Est-ce que tu utilises le jeu, des formes ludiques? Euh, et si oui, un peu à quelle fréquence et les avantages que tu peux y retrouver à mettre cette forme ludique et pas forcément que des séquences très sérieuses, très travail, sans cet aspect un petit peu ludique, un petit peu jeu ou challenge. Ouais. Alors, beaucoup plus, beaucoup plus à l'époque où j'étais à Metz, parce que, bah, voilà, parce qu'on se voit tout le temps, tous les jours, beaucoup, etc., 2 fois par jour, et qui avait besoin d'apporter des choses différentes, des stimulations différentes. Les moments euh, les plus à même d'être joués, c'était les matins de match. Les matins de match
mettre une ambiance aussi joyeuse, un peu plus décontractée parce que il y avait un gros match ou tout simplement un match de toute façon important à jouer le soir. Donc le matin, on va dire que c'était 50-50 quoi. Il y avait du handball pour répéter des choses tactiques et puis il y avait le côté un petit peu ludique, essayer de faire un petit sport, un petit jeu différent, voilà, inventer des choses là-dessus pour essayer de stimuler l'équipe de façon un petit peu plus ludique, joyeuse. Après, là où c'est pratique de faire du jeu, c'est dans tout ce qui est vitesse, travail travail sur le terrain, de vivacité. C'est un petit peu plus dur dans le côté cardio, ça se fait, mais c'est un petit peu plus dur à jauger en termes de quantification. Mais sur le côté vitesse, c'est hyper simple, hein, des relais, des duels, des choses comme ça, et on sait que ça marche. Et comme il y a besoin d'un engagement max, sans réfléchir à une distance à parcourir, etc., bah c'est l'idéal quoi de mettre du jeu à ce moment-là. Réveil musculaire, vitesse, et puis des séquences en muscu aussi, hein. J'ai déjà fait des séquences en muscu avec un exercice d'un bloc qui est un petit défi à deux. Donc il fallait démarrer le bloc sur un squat, sur autre chose, et puis arriver au deuxième ou troisième exercice, on se retrouvait à faire un défi avec la partenaire, avec l'adversaire du coup là, et essayer d'être dans un combat ou d'être dans un défi qui peut être musculaire ou qui peut être vivacité, bon, peu importe, mais voilà, c'est les moments les plus clés. Après, sur des débuts de séance handball aussi, qui ne sont pas des matins de match. On faisait beaucoup à Metz une mise en route. Alors parfois ça va être très carré parce que mobilité, mise en route, etc. On va essayer de préparer bien tout le monde. Et puis des fois ça va être un petit peu plus dérivatif, voire très dérivatif même. Et puis voilà. Donc en fait il y a plein de moments où c'est jouable quoi. Ok. Tu as côtoyé, bah, actuellement, du coup, tu côtoies et tu as côtoyé pas mal le public féminin. Est-ce que tu as pu mettre cet aspect un peu ludique aussi avec un public masculin? Est-ce que tu vois un petit peu des différences dans les réponses des joueurs et des joueuses ou c'est globalement la même chose? Sur le côté ludique. Ouais, et après on pourra passer sur le côté un peu plus entraînement. Alors sur le côté ludique, pas vu beaucoup de différence. Après, c'était pas le même public, hein. J'ai eu des jeunes en sélection équipe de France garçons et du coup des féminines pro. Ma période au Bahreïn, on n'était pas trop sur ce registre-là. Pas de différence particulière dans le ludique parce que j'ai l'impression que ça marche quoi. À partir du moment où où c'est fait avec entrain de la part des joueurs, des joueuses, et que c'est adhéré, et puis que de notre côté, de mon côté, c'est assez bien prévu pour que ça fonctionne, ça marche le jeu quoi, des deux côtés. Ok. Je pense que du coup, là où il y a un peu plus de différence, c'est peut-être dans le côté entraînement. Quelle différence, toi, tu as pu percevoir entre un public féminin et un public masculin en termes d'entraînement et en termes de gestion de groupe? Je pense qu'on gère pas de la même manière un public féminin et un public masculin. À toi de me dire, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience avec un public féminin, mais je pense qu'il y a peut-être des différences entre les gestions de groupe, de la communication aussi. Pour éventuellement peut-être parler aussi rapidement du cycle menstruel. C'est un truc qu'il faut aussi prendre en compte, je pense, pendant les entraînements. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces différences-là? Euh, Alors sur les différences dans l'entraînement, sur les alors après, j'avais pas le même recul parce que je me suis occupé d'équipes de garçons, j'étais plus jeune que maintenant. Du coup, j'avais pas le même rapport aux choses, donc j'ai peut-être pas vu les mêmes choses. Mais j'ai eu l'impression, peut-être donc dû parce que j'étais plus jeune, que chez les garçons,
on était plus dans bon, déjà une recherche de, tu en parlais tout à l'heure, de devenir plus costaud, du haut du corps, surtout du haut du corps, ce qui n'est pas une recherche chez les féminines. Peut-être parce qu'il y en a moins besoin dans le handball féminin que dans le handball masculin, ou peut-être parce que bah, tout ce qui est relié aux attraits physiques. Mais j'ai eu l'impression que chez les garçons, c'était plus ça pouvait être plus un espèce de chambrage dans le travail en musculation. Tu parlais de se challenger entre eux, d'essayer de monter la charge le plus possible, d'essayer voilà, de rigoler peut-être plus avec ça, ou d'essayer d'être plus sur ce registre-là, un peu de compétitif, etc. Chez les féminines, j'ai rarement vu ça en musculation, en tout cas, en préparation physique. Euh, Elles veulent être aussi la meilleure dans leur domaine, mais ça se ressent moins un peu dans le côté comparaison muscu. Par contre, j'ai trouvé une beaucoup plus forte exigence chez les féminines que chez les masculins dans ce que j'ai vécu. Alors là, c'est pareil, tout est relatif. Il y avait mon âge qui était différent, donc peut-être plus de chambrage, plus de choses comme ça que je pouvais plus laisser, ce que j'ai moins connu dans le féminin. Là, c'est peut-être parce que bah, j'ai vécu du très haut niveau féminin et peut-être du moins haut niveau masculin, donc peut-être que c'est ça qui faisait l'exigence aussi. Voilà. En tout cas, les joueuses, les athlètes féminines que j'ai connues, fallait être prêt quoi. Quand on arrive avec une séance, moi quand j'arrivais avec ma séance, je la connaissais sur le bout des doigts, c'est-à-dire que j'étais prêt à répondre à n'importe quelle question. Euh, Parce que je l'avais préparé aussi, hein, mais parce que je savais que il fallait que je sois capable de répondre pourquoi tu as mis 5 répétitions et pas 6 sur cet exercice-là. Pourquoi tu as mis 65% et pas 70%? Ben, tu prends en compte tout. On a joué là, on va jouer là. Il y a tel exercice est plutôt vécu comme ça et celui-là plutôt comme ça, parce que derrière, il y a cet exercice-là qui est dans la même séance. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, j'avais l'impression, lié sûrement au club, à l'exigence et tout, que je connaissais ma séance sur le bout des doigts et qu'il fallait parce que je pouvais presque, entre guillemets, hein, être interrogé. Hein. C'est pas vrai, mais fallait que je sois clair avec ce que j'allais expliquer. Chez les garçons, je l'ai moins vécu, encore une fois, peut-être le niveau, peut-être l'âge, etc. Mais plus, je te dis de faire ça, et puis voilà, tu vas le faire et tu vas chambrer un petit peu le copain, ou voilà. Mais peut-être moins dans l'idée de donner du sens et d'aller comprendre exactement le pourquoi tu fais ça aujourd'hui, quoi. Ok, donc c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, que le public féminin avait tendance à vouloir comprendre un peu plus l'intérêt de ce qu'elles vont faire par rapport à un public masculin où c'est un peu plus bon, il y a ça à faire, je le fais. Et s'ils comprennent pas, enfin ils veulent pas forcément comprendre. Je dis pas que c'est pas bien, mais ils ont un peu moins ce besoin. Donc c'est quelque chose que toi tu as pu ressentir aussi avec ces deux publics. Oui, voilà, globalement, mais encore une fois, je mets des réserves parce que je me suis occupé de garçons, c'était il y a 8 ans maintenant, et puis voilà, donc j'étais plus jeune, j'avais pas le même niveau que à Metz, les joueuses étaient d'un très haut niveau, donc voilà, il y a peut-être de tout qui rentre en compte. En tout cas, ouais, je ressens peut-être un petit peu ça. Ouais. Ok. Comment tu gères l'entraînement quand tu as plusieurs joueuses et tu as certaines joueuses qui sont voilà, dans leur cycle menstruel? Est-ce que c'est quelque chose où c'est facile de communiquer? Est-ce que tu as des adaptations prévues par rapport à ça, etc.? Alors c'est compliqué. Alors c'est compliqué à gérer si on veut le gérer collectivement. Hmm. C'est-à-dire que euh, bah, je parle pour nos sports, hein, parce que je parle pour le handball parce que c'est un sport collectif en fait. Et c'est ça le gros point entre guillemets négatif qui va faire que la gestion du cycle menstruel va être difficile. Euh, le fait que ce soit un sport collectif, comme on en a parlé tout à l'heure, ça engage un ou deux matchs par semaine. Donc un besoin d'être performant tout le temps et puis bah, toutes les semaines de l'année, quoi. C'est pas comme préparer
une joueuse une athlète de sprint ou une judoka, et puis préparer sur une échéance à tel moment dans l'année, quoi. Donc le fait que ce soit un sport collectif, déjà, il faut être performant tout le temps. Et puis bah, du coup, c'est un groupe à gérer. Donc il y a plein de cycles, quoi. Donc c'est assez délicat. Euh, Moi, ce que je faisais, c'était j'essayais de connaître suffisamment les joueuses pour savoir quelles joueuses étaient concernées par un cycle menstruel douloureux ou gênant ou voilà, indisposant ou qui était problématique, parce qu'au final c'est ça qui compte. C'est pas est-ce que tu es dans ton cycle, à quelle étape de ton cycle tu es, voilà, est-ce que tu as tes menstruations maintenant ou est-ce que tu es en ovulation, etc. Presque peu importe, tant qu'il n'y a pas de problème dans la performance et de problème physique. Donc par contre, les joueuses qui ont des problèmes physiques, euh, corps ou pas, mais en tout cas au physique ou même motivationnel, parce que énergie, etc. Celle-là, moi j'ai essayé de le prendre en compte, alors peut-être trop tardivement avec le recul, parce qu'en fait on utilisait une application MyCoach, qui est une application où on recense plein de marqueurs à fatigue, hein, et j'avais intégré une question avec les menstruations. Euh, Aujourd'hui, je me dis, j'aurais dû la mettre, non pas est-ce que tu as tes règles aujourd'hui, voilà, avec 4-5 jours, on va me dire bah oui, mais j'aurais dû mettre est-ce que tu es en phase prémenstruelle. Ça aurait permis pareil, de peut-être 4-5 jours, ça aurait permis d'avoir un petit délai et puis de pouvoir s'adapter peut-être un petit peu mieux. Et aussi parce que la phase prémenstruelle est aussi une phase avec le début de la chute des oestrogènes, etc. Donc avec peut-être moins de motivation, plus de douleur, etc. Et donc, ce que je faisais, c'est que dès que je recevais l'info le matin sur MyCoach, j'en parlais au staff et je disais, voilà, cette joueuse a ses règles à partir d'aujourd'hui. Donc, très vite, on en parlait. J'essayais d'aller la voir le plus souvent possible à son arrivée en lui disant, c'est comment, très douloureux, comment tu te sens aujourd'hui, etc. Fatigue, pas fatigue. Et donc, sur la séance de muscu, au moins, on essayait d'adapter pas mal si la joueuse en faisait aussi la demande et si c'était un problème pour elle en termes de douleur, de bien-être, voilà. Donc on essayait de s'adapter un petit peu comme ça sur les quelques jours. Après, pareil, sur le handball, on pouvait faire venir une joueuse du centre de formation pour faire tourner un petit peu avec elle sur l'entraînement parce que elle se sentait moins bien sur cette période-là, quoi. Donc voilà, c'était de l'adaptation un petit peu rapide, individuelle, et en connaissant les joueuses qui avaient des problèmes ou pas, quoi. En tout cas, qui ressentaient des symptômes ou pas de leur cycle menstruel. Ok, très, très, très intéressant. Du coup, ça demande beaucoup de communication. Mais alors pour ça en particulier, mais aussi de manière générale, je pense l'entraîneur, le préparateur physique, il doit bien communiquer, il doit avoir ce côté humain efficace pour, euh, pour que la séance se passe, on va dire, dans les meilleures conditions possibles et pour qu'elle soit efficace. Est-ce que toute cette part communication, ce côté, on va dire, plus humain, est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé de travailler ou est-ce que c'est quelque chose où tu as essayé de te former en dehors du terrain? Parce qu'on sait qu'avec l'expérience, etc., on apprend des choses, etc., on améliore ce côté-là. Est-ce qu'en dehors du côté terrain, tu as essayé d'améliorer ce côté-là pour être plus performant, entre guillemets, dans ce domaine-là, une fois que tu es en séance avec les joueurs ou les joueuses? Euh, J'allais dire, j'ai pas essayé d'améliorer mon côté humain, mais enfin, si, je veux dire, j'ai pas suivi de, enfin, j'ai essayé de l'améliorer, mais enfin de moi-même, quoi. Je veux dire, mais par contre, c'est hyper important. Je veux dire, si je me suis pas formé sur quelque chose en particulier, quoi. Si c'est ça la question, j'ai pas de choses particulières. Par contre, c'est un détail, c'est pas un détail, c'est un point hyper important, je pense. Quasi plus je vieillis et plus je me dis que c'est quasiment au même niveau que les compétences en préparation physique pure, quoi. D'être préparateur physique, faut pour être légitime,
Il faut être juste, il faut être honnête, il faut respecter tout le monde avec une égalité commune. Il faut arriver à communiquer individuellement, collectivement, que ce soit pour expliquer sa séance, que ce soit pour expliquer pourquoi on a mis ça en place, mais aussi individuellement pour essayer de ressentir je sais pas, une chose qui est arrivée avec la tête un petit peu baissée le matin et puis le ressentir assez vite et pas le laisser passer sur la journée sans aller voir ou soit par moi-même, soit en alertant le coach en disant ah, ce matin je l'ai pas senti bien, elle a peut-être quelque chose, essaie d'aller lui parler si tu veux, essayer de voir et ou moi passer pendant la séance de muscu et puis dire tiens je ressens que c'est pas super aujourd'hui ou que tu as quelque chose, est-ce que tu as bien dormi? Et puis du coup, l'échange, il se fait sur des petits moments aussi comme ça. Donc en fait, le côté humain, le côté communication, il est très, très important et il doit se faire voilà, à l'échelle individuelle, à l'échelle de l'équipe quand on va expliquer et communiquer avec le staff pour dire, voilà, j'ai ressenti ça, que quelqu'un te dise, moi, je l'ai ressenti plutôt comme ça, etc. Ok, je te pose cette question parce que on a affaire à différentes personnalités, tu vois, des joueurs, des joueuses qui sont à un profil différent. Et Ouais. je sais plus, j'avais entendu ça peut-être sur un podcast justement avec des personnes qui parlaient de certains livres où ça apprend entre guillemets, où ça donne des billes sur comment communiquer ou s'adresser ou coacher une personne qui va être plus réservée, plus extravertie, quelqu'un où tu vas coacher différemment, utiliser des mots peut-être différemment, ou une batterie de mots différents pour justement impacter positivement sur son investissement derrière ou ce genre de choses. Mais c'est quelque chose qu'on apprend évidemment sur le terrain, mais je crois qu'il y avait peut-être d'autres méthodes, des livres ou des choses qui nous apprennent un petit peu en fonction de ces personnes, des personnalités différentes des choses qu'on a en face. Ok, super. Bah, non, désolé, j'en connais pas, c'est pour ça que j'en avais pas à te dire et que j'ai dit, je me suis pas formé, mais oui, c'est très bien, mais il faudrait sûrement qu'on le fasse tous et du coup, c'est pour ça que je me dis, c'est peut-être pas assez fait à la fac, en études, sur des formations de préparateurs physiques et qu'on met pas assez en avant ce côté-là relationnel. Moi, je pense qu'il faut bah, tout ce que je viens de te dire, déjà être juste, être honnête, arriver à communiquer et surtout à avoir un espèce de ressenti assez rapide de elle est de bonne humeur ou elle est pas de bonne humeur, elle est fatiguée ou pas, etc. Ou il, hein, les joueurs, mais essayer de le ressentir assez vite. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et pareil, il y a dans dans la communication, il y a aussi la posture qu'on va prendre en tant que préparateur physique. Moi, j'y mets de plus en plus d'importance à ça, c'est-à-dire, alors c'est sûr, tu peux avoir quelqu'un qui est hyper compétent, qui maîtrise sa séance, pourquoi pas, mais je trouve, peut-être un peu vieux qu'on de parler comme ça, mais je trouve qu'il y a une posture à avoir envers un groupe. Il y a une manière il n'y a pas qu'une manière, mais il y a une certaine façon d'expliquer les choses avec humilité, sans prétendre tout connaître, en essayant de prendre du recul parce que même si tu es convaincu de ta séance, bah, si ça se trouve j'ai raté quelque chose, j'ai oublié un truc, et du coup avoir toujours le recul et la capacité de présenter une séance en se disant voilà, c'est ma certitude du moment, c'est ma conviction. Par contre, bah, je sais au fond de moi que c'est mon avis sûr, je veux te le vendre comme ça, mais si ça se trouve, je me trompe et je fais fausse route et je le saurai plus tard, quoi. Donc voilà, c'est avoir une certaine posture vis-à-vis du groupe que je trouve assez importante, quoi. Et pareil, dans la relation professionnelle qu'on peut avoir avec des joueurs, des joueuses, je pense pas qu'il faille être ami avec les joueurs, les joueuses qu'on encadre. Je pense qu'il faut être proche, mais sans être trop proche. Et voilà, comme tout, c'est un juste milieu à trouver. Ouais, chose qui est peut-être pas toujours évidente dans le sens où des fois on peut très bien s'entendre avec certains joueurs, certaines joueuses, mais c'est vrai qu'il faut
bah, c'est pas l'avis de tout le monde. Il y en a qui sont très proches et voilà, d'autres ils mettent des limites parce que s'il n'y a pas de limite, peut-être que quand tout va bien, mais quand ça va un peu plus mal, ça peut peut-être un peu dériver dans le mauvais sens du terme. Ouais, bien sûr, non, c'est juste mon ressenti du moment, mon avis, mais bien sûr que Oui, chacun bien pense sûr. comme il veut. Voilà, hein. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu comment tu gères une séance, comment tu animes une séance? On sait qu'il y a évidemment plein de manières de faire, plein de manières d'organiser sa séance, de la gérer, de communiquer. Si moi demain je viens sur une séance collective avec toi, comment ça se passe? Comment tu gères ton groupe? Comment tu gères, on va dire en introduction de séance, pendant la séance et sur une fin de séance? Est-ce que tu essaies de mettre un Euh, petit peu en place, c'est de mettre en place pour que la séance, dire fonctionne du mieux possible? je fonctionne souvent avec un échauffement de séance ou une activation de séance sous forme de sous forme de circuit. Donc déjà avant quand mon équipe arrive, j'écris tout sur papier et j'affiche la séance au mur avec toute la séance qui est détaillée, tous les exercices, les temps, les répétitions, les séries pour chaque, les tempos pour chaque, etc. Tout est écrit sur une fiche avec les adaptations individuelles en bas de ma fiche avec bah, telle chose aujourd'hui, tu feras pas celui-là, tu feras plutôt cet exercice-là, etc. En fonction des possibilités articulaires, musculaires du moment ou en fonction de Bobo et de choses comme ça. Après, donc, je fais souvent un circuit d'activation qui va servir à la fois d'échauffement et à la fois de renforcement sur des choses dont on prend moins le temps de faire. Alors ça peut être chez moi parce que c'est ma sensibilité, mais souvent beaucoup de mobilité, beaucoup d'amplitude, être fort dans des amplitudes assez élevées, beaucoup de gainage. Voilà, c'est mes deux grosses sensibilités là-dessus, gainage, mobilité sur le début. Et puis, des fois, quand on veut être efficace, bah, ça va être plus de la répétition entre guillemets bête d'exercices de répétition simple pour bien activer musculairement, se sentir chaud et sentir que qu'on est prêt quand je sais que ma séance va être exigeante assez vite quoi et qu'on va pas prendre le temps de monter plus que ça quoi. Donc ça c'est la première partie et après c'est de l'organisation aussi en fonction du nombre d'athlètes qu'on a, de l'espace qu'on a, de l'équipement qu'on a, etc. Alors aujourd'hui c'est assez agréable. On s'est déjà croisé là-bas au CrossFit à Nîmes parce que bah, t'as 4 racks pour faire une séance pour une équipe, t'as 1 million de kettlebells, etc. Donc tu te poses pas vraiment de questions de quel matériel je vais avoir. Mais pour prendre l'exemple, on a une autre salle à Bouillargues où des fois on fait de la musculation. Donc tu vois, on fait certaines séances au CrossFit et d'autres séances là-bas. L'organisation n'est pas du tout la même parce que je sais que je vais avoir un kettlebell pour l'équipe, 2 haltères de ce poids-là pour l'équipe. Donc forcément, faut réorganiser. Je fonctionne souvent avec des blocs d'exercices. J'essaie de faire en sorte que mes blocs durent quasiment le même temps pour mettre un groupe sur chaque et puis arriver à faire une rotation sans trop d'attente, etc. Voilà, et puis les joueurs, les joueuses circulent parmi ça, quoi. Donc après, bah, enfin, j'explique, je démontre toute la séance. Je démontre le circuit d'abord. Les joueurs, les joueuses font le circuit. Ensuite, je démontre mes exercices centraux, on va dire, du blog. J'explique tout en démontrant chaque exercice pour être sûr que dans l'intention, j'ai ce qu'il faut, s'il faut aller vite, s'il faut aller lentement, etc. J'essaie de bien présenter, d'expliquer pourquoi tel tempo, etc. Et puis ensuite, c'est parti, j'installe tout le monde. Et après, dans le fil de la séance, je vais être plus dans bon bah soit de la régulation parce qu'il y a un groupe qui discute, ça va pas assez vite, donc j'active, ou soit du plus technique où je vais aller corriger, demander plus d'intention, plus de pause, plus d'engagement sur ça, plus d'amplitude sur un mouvement, voilà, plein de petits détails très classiques du préparateur physique, quoi, voilà.
Je fais pas toujours, mais un petit bilan à la fin. Tu demandais à la fin. Je fais pas vraiment de récupération de choses. Souvent, les muscles sont le matin, il y a la journée qui enchaîne, etc. Il y a entraînement soit le soir, etc. ou juste après. Je fais pas de côté récupération de la séance, mais soit un petit bilan rapide. Euh, En général, quand je fais le petit bilan, c'est plus parce que j'ai un truc négatif à dire. Voilà. Mais de temps en temps, c'est bien de réunir aussi pour dire c'était bien aujourd'hui. Ouais, je suis assez d'accord. J'aime bien les petits bilans aussi pour réguler un petit peu les points négatifs. Mais c'est vrai que ça m'arrive aussi, très bonne séance. Là, je suis satisfait. Comme ça, ils savent un petit peu mes attentes et souvent ça se déroule bien après. On arrive sur la fin du podcast. Je vais te laisser le mot de la fin si tu veux faire passer un petit message ou donner des conseils aux gens qui nous écoutent, aux entraîneurs, préparateurs physiques, étudiants, je sais pas trop qui va écouter, mais petit mot de la fin, petit conseil et si tu as un message à faire passer, c'est possible. J'ai pas de conseils à donner. Voilà, je te remercie je te remercie de l'invitation. C'est la première fois pour moi que je fais un podcast ou qu'on me demande de participer à un podcast. Donc, c'est, c'est sympa de ta part de penser à moi. Et puis voilà, non, j'ai rien de particulier. Chaque préparateur physique va se construire à sa façon, va être façonné par plein de choses. Euh, Moi, je me souviens que quand j'étais très jeune, j'étais très très sûr de ce que je connaissais parce qu'en fait, je connaissais rien et que du coup, enfin, je connaissais rien. Je sortais de fac, hein, comme tout le monde. Donc en fait, à 20 ans, tu te dis, c'est bon, hein, j'ai ces notions-là, je sais tout, quoi. Donc voilà, comme ça. Et puis au fur et à mesure, en avançant, on se rend compte que il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a plein de paramètres aussi humains, on en a parlé, mais voilà, techniques, compétences et puis aussi humains qui rentrent en compte. Que en fait, on ne sait pas tant de choses que ça parce que les choses évoluent petit à petit et puis la science évolue et qu'il faut rester très actif pour essayer de pas mourir aussi dans le milieu et de garder les nouveautés, de voir ce qui sort. Et puis voilà, avec le temps, on fait un mixte de tout ça. Et puis, je pense que dans 10 ans, je dirais, en fait, quand j'ai fait ce podcast, je connaissais rien du tout. Et puis voilà, quoi. Ça marche. Bah écoute, c'est moi qui te remercie d'avoir pris le temps du coup pour qu'on puisse échanger sur différents thèmes. C'était très intéressant. Merci pour les réponses que tu as pu apporter, pour l'expérience aussi, parce que tu as quand même de l'expérience dans une nouvelle structure. On en a parlé à Metz, etc. Donc, je trouve que le partage d'expérience, sans dire c'est bien, c'est pas bien, ça enrichit les échanges et puis ça donne éventuellement des pistes de réflexion. Donc, c'était très intéressant. Donc, c'est moi qui te remercie. Et sur ce, bah, je te dis à très bientôt. Et puis pour tous les auditeurs qui ont écouté ce podcast, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.